Très bien. Bienvenue à vous tous pour cette dernière plénière autour de Bernard Rémier. Cher Bernard, monsieur l'ambassadeur, ravi de vous accueillir avec Anne-Emmanuelle Isaac du Figaro qui va mener ces débats et deux think tanks, le Cercle K2 qui est intervenu ce matin déjà sur la défense européenne et l'Institut Thomas More pour finalement un regard un petit peu acéré sur le monde, sur ses tensions, sur ses coulisses, puisque le fait d'avoir dirigé le renseignement, on doit permettre d'avoir peut-être un regard un peu différent de celui que les médias nous donnent tous les jours. Peut-être vous dévoilerez quelques-uns des enjeux, quelques-unes des tensions en germe ou des tensions qui vont, dans les années à venir, occuper notre planète. Merci en tout cas de se prêter à cet exercice sur un thème qui est finalement ces deux mots un peu antagonistes mais tellement complémentaires, protéger, risquer. Protéger, on attend bien entendu tous d'être protégés, mais en même temps la protection, si elle n'est pas accompagnée d'une prise de risque, elle décline, elle se dilue, elle se dilate. La protection n'a de sens que si on prend un temps d'avance. C'est sans doute aussi un exercice de diplomatie permanent, de sentir les signaux faibles, de les capter, de les interpréter et d'avoir, si tant est que ça soit possible, à certains moments, un coup d'avance sur la manière de préparer la France aux grands enjeux de demain. Merci à tous les quatre d'animer ce débat et bon débat à vous tous. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre avec Bernard Rémier qui promet d'être passionnante. Nous allons donc converser pendant 1h30. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les théâtres de guerre et les points de tension actuelle. Et puis dans une deuxième partie de conversation, eh bien, nous allons aborder la place majeure du renseignement pour lutter contre une nouvelle forme de guerre déjà à l'œuvre en parallèle de la guerre militaire traditionnelle. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Et nous aborderons aussi la question des moyens. Pour mener ces échanges, eh bien, nous serons avec le général Jean-Pierre Meyer du Cercle K2. Bonjour, général. Vous avez été directeur général opérationnel du renseignement militaire et secrétaire général permanent du comité interministériel du renseignement. Vous êtes le cofondateur et le président du Cercle K2. C'est un cercle de réflexion spécialisé dans l'accompagnement opérationnel en matière de stratégie économique offensive et d'anticipation des risques. Et puis, nous serons avec Gilles Delafont. Bonjour Gilles. Vous avez couvert en tant que journaliste les crises du Moyen-Orient, dont les deux guerres d'Irak et le processus de paix israélo-palestinien. Vous avez rejoint l'équipe de l'Institut Thomas More, c'était en septembre 2023. Eh bien, avant de commencer nos échanges, je vous laisse la parole, Bernard Rémier, pour un premier propos liminaire. Bien, merci beaucoup. Allô, ça marche. Merci beaucoup, Anne-Emmanuelle, pour cette présentation. Monsieur le maire, cher Jean-Christophe, c'est un bonheur de retrouver cet amphithéâtre où je suis venu plancher il y a ça 3 ans avec le directeur général de la sécurité intérieure de l'époque, Nicolas Lerner, qui est devenu depuis mon successeur à la tête de la DGSE, sur les enjeux du renseignement. Et nous avions inauguré à côté la place du colonel Passy, le fondateur du Bureau central de renseignement et d'action du général de Gaulle, puisqu'il était neuillé. On avait fait un événement extrêmement réussi. Et donc, je suis très heureux d'être là. Je sais que Marie de Vavrin envisageait peut-être de venir, d'ailleurs, aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici. C'est un privilège, mais en même temps un redoutable privilège, d'être le 4e invité, celui qui sépare du week-end, des vacances ou de la soirée. En tout cas, nous allons essayer, effectivement, de donner de l'intérêt à cette session. Et vous dire aussi qu'ayant quitté mes fonctions de directeur général de la sécurité extérieure il y a maintenant 1 an, n'ayant plus de fonction officielle, ce que je dis n'engage que moi, et en aucun cas, effectivement, des positions officielles françaises. Alors, à la tête de la DGSE, et je salue d'ailleurs la députée Constance Le Grip, que je vois ici, avec laquelle j'ai travaillé au sein de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement, et qui a joué un rôle important, et qui joue un rôle important dans ce domaine. En tout cas, pour reprendre ce que vous disiez, monsieur le maire, à la tête de la DGSE pendant près de 7 ans, qui est le seul service secret et spécial de notre pays, je pourrais y revenir, nous avons beaucoup contribué à protéger ce pays. Et je peux vous dire aussi qu'on a pris et fait prendre beaucoup de risques à beaucoup d'agents de ce service. Cette problématique, effectivement, de l'équilibre entre protection et risque, elle s'impose à tous les dirigeants.
Elle s'impose d'abord aux dirigeants politiques et à ceux qui sont à la tête de l'exécutif. Et elle s'impose à tous ceux qui, naturellement, dirigent et sont au cœur des services de renseignement. Alors, le monde du renseignement, au fond, dans ses missions, il y a d'abord la protection. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je souhaite insister. Protection du territoire, protection de nos concitoyens, protection de nos intérêts vitaux, protection de nos secrets politiques, nos secrets économiques, nos secrets industriels, nos secrets technologiques, et protection aussi qui est au cœur des missions de la communauté nationale du renseignement et d'abord de la DGSE. Il faut bien mesurer cela. Nous sommes attaqués, nous sommes pénétrés, nous sommes sous pression. Et les services de renseignement ont cette mission de protection. C'est leur première mission. Cette protection, vous en avez parlé, elle passe aussi par la connaissance, l'anticipation des menaces et des crises, l'anticipation des priorités de nos adversaires qui sont aussi et souvent nos ennemis, protection et anticipation des intentions de nos partenaires qui peuvent être assez souvent des compétiteurs désinhibés. Il faut bien le mesurer. Nous sommes dans un monde où les alliances, si vous voulez, trouvent leurs limites assez souvent, assez rapidement. Donc au total, l'objet du renseignement, c'est quoi? C'est au fond identifier, comme je le dis souvent, le dessous des cartes, pour faire comprendre effectivement quelle est la réalité de la position d'une autorité ou d'un pays par rapport à ce qui est dit publiquement. Prendre des risques pour protéger, agir et réussir, oui, le monde du renseignement, c'est un monde où le risque dans l'action est permanent. C'est-à-dire c'est les deux faces de la même pièce. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le domaine du recrutement de sources humaines, lorsqu'un service de renseignement, et notamment la DGSE, recrute une source, ça veut dire qu'elle va chercher un traître qui va travailler ensuite, effectivement, pour notre pays aux dépens du sien. Donc nous prenons des risques terribles en recrutant la personne et nous l'exposons à des risques. Protection et risque aussi lorsque nous utilisons un certain nombre de moyens techniques, et notamment dans le domaine du cyber. Ce sont des choses très, très compliquées, puisqu'effectivement, il y a des prises de risques à la fois en défensif, mais aussi en offensif. Beaucoup de risques aussi lorsqu'on veut frapper nos ennemis, puisque l'objectif, effectivement, d'un service de renseignement, c'est de, éradiquer le terrorisme en milieu étranger, et deuxièmement, c'est d'entraver les menaces qui pèsent sur notre pays. Et pour entraver des menaces, il faut effectivement s'exposer. Alors, ce sont des sujets qui sont extrêmement contrôlés dans nos systèmes démocratiques, Madame la députée, où l'action des services de renseignement est très encadrée par des lois qui nous protègent, mais en même temps qui, comment dirais-je, mettent des limites à notre action. J'ajoute à cela des jurisprudences européennes qui parfois sont extrêmement complexes et nous lient les mains. Le tout dans un monde qui devient progressivement une jungle, qui perd ses repères, où nos ennemis, nos adversaires n'ont pas nos contraintes, et je dirais même dans certaines démocraties non européennes. Et j'insiste sur ce point. Toujours davantage, je pense que nos démocraties ont besoin de services de renseignement puissants pour se protéger, le tout en prenant des risques, mais qui ne doivent pas affaiblir ni notre état de droit, ni fragiliser notre République. Et ça, c'est très important, parce que vous avez tous à l'esprit un lointain passé où des échecs des services de renseignement peuvent effectivement faire trembler la République. Et l'une de mes fiertés à la tête de service pendant près de 7 ans, c'est qu'aucune action, et Dieu sait s'il y en a eu, dont par construction je ne parlerai pas, rien n'a fait trembler la République. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Ce qui veut dire qu'à chaque moment, on est vraiment au cœur du régalien de l'État. On doit peser la balance entre l'intérêt opérationnel d'une action envisagée, l'ampleur du risque à prendre, car il y a toujours des risques, et puis le résultat espéré. Alors le tout dans un monde qui est en transformation et en perte de repères, et là je vais aller assez rapidement pour dire que, on a un monde effectivement qui est en état de choc, élection du président Trump, ses premières décisions, Groenland, Gaza, Panama, vous avez suivi tout cela. Deuxièmement, la problématique russo-ukrainienne et la manière dont il faut en sortir, comment allons-nous en sortir. Troisièmement, l'effondrement de Bachar el-Assad en Syrie que personne n'a vu venir, avec des conséquences régionales extrêmement importantes. Donc au fond, aujourd'hui, on vit des crises structurelles qui sont en train de complètement remettre en cause l'ordre de 1945 que nous avons connu. Donc cet ordre est en voie de disparition, et au fond, on n'en est pas totalement conscient. On a le sentiment qu'on est toujours dans cet ordre-là. Mais c'est en train de se terminer.
Il faut comprendre que le 24 février 2022, qui est le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine, et le 7 octobre 2023, l'opération du Hamas, je considère effectivement que ça marque la fin du XXe siècle, un peu comme 1914 a marqué la fin du XIXe siècle. Ce sont des conflits qui bouleversent les domaines traditionnels, qui brisent les alliances et qui créent des incertitudes totales sur le monde de demain. Alors d'abord, il faut relever le retour de la guerre en Europe. C'est la première fois que ça se passe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même si les guerres de l'ex-Yougoslavie, mon général, vous avez été en poste là-bas, ont été des guerres sur le territoire européen, mais pas avec le même risque pour notre propre sécurité. Deuxièmement, le retour de la guerre froide à l'échelle mondiale. La première guerre froide, elle opposait les États-Unis à l'URSS, qui avait à ses côtés une Chine sous-développée, qui était en proie à la fin du règne de Mao. Aujourd'hui, on a une nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis, qui veulent rester numéro 1, garder leur suprématie mondiale par l'économie, le militaire et la technologie, à une Chine qui est effectivement puissante et ambitieuse. Chine puissante et ambitieuse qui a à ses côtés une Russie affaiblie, qui est, je dirais, le junior partner, avec un risque pour l'Europe, si vous voulez, d'être prise en sandwich dans ce nouveau match et dans cette nouvelle guerre froide. C'est pour nous une question extrêmement importante. Alors, troisièmement, vous avez un affaiblissement, une marginalisation du système multilatéral. Vous avez une perte de légitimité du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la représentativité est contestée, à commencer par notre siège de membre permanent. Deuxièmement, effectivement, vous avez une ONU qui ne règle plus les crises politiques, qui est centrée aujourd'hui sur les questions humanitaires. On le voit au Soudan, on le voit à Haïti, on le voyait à Gaza. Vous avez une organisation mondiale du commerce qui est paralysée, des États-Unis qui sortent de nouveau des accords de Paris, de l'Organisation mondiale de la santé, demain peut-être de l'UNESCO, et qui piétinent le droit international par leurs déclarations. Quatrièmement, phénomène extrêmement important, l'émergence du Sud global, une sorte de réincarnation du vieux mouvement des non-alignés qui pratique le multi-alignement, je dirais, plutôt que le non-alignement. Et on voit bien que des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie, ils ne veulent plus avoir à choisir entre Washington, les Européens, Moscou, Pékin. Ils veulent au fond faire du pick and choose avec les pays avec lesquels ils ont des intérêts. Mais il y a un nouveau phénomène qui est le BRICS. Le BRICS, c'est une structure extrêmement attractive. Et le sommet de Kazan, que le président Poutine a rassemblé le 24 octobre dernier, a rassemblé 32 pays. 30 pays sont candidats pour y rejoindre. Il y avait là 25 chefs d'État et de gouvernement. Ça représente 40% du PIB mondial, 50% de la croissance mondiale, 3 milliards d'habitants. Donc c'est un phénomène extrêmement important et il y a là une volonté encouragée par le président Poutine que les BRICS puissent exercer leur puissance. Mais en réalité, leurs différences sont telles qu'il y aura sans doute du temps avant que cette structure devienne vraiment une puissance. Dans le même temps, notre Europe reste un continent et un acteur économique central. 450 millions d'habitants, un PNB de 19 trilliards de dollars, plus important que le PNB de la Chine, des capacités de croissance, un commerce extérieur ouvert, un système démocratique et économiquement libéral. Nos scientifiques, qui sont les meilleurs du monde, je sais que vous avez une conférence sur l'intelligence artificielle, mais en réalité, notre système produit des ingénieurs extraordinaires. Notre problème, c'est ensuite de les garder. On est très bon aussi dans le domaine de la cyber, on est très bon dans le domaine du quantique, donc nous n'avons pas à rougir et nous n'avons pas à être dans le déclinisme, nous n'avons pas à être dans flagellation permanente. Je dis souvent que la France est un pays chiite, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que nous passons notre temps à nous auto-flageller au moment d'Achoura jusqu'à nous faire saigner dans le dos, si vous voulez. Hein. Et je pense qu'il faut effectivement arrêter cette tendance. Alors, le problème, c'est que l'Europe a une sorte de réticence à exercer sa puissance. Il y a un sursaut qui est sûrement nécessaire, il est possible, et j'insiste sur le fait, effectivement, que la conception de l'Europe puissance, qui est celle de la France, à travers ses présidents, réexprimée souvent par le président de la République actuelle, est un concept qui n'est pas acheté par les autres partenaires européens, ce qui est un problème. Je pense néanmoins qu'il est important de se réarmer collectivement, politiquement, militairement, économiquement, technologiquement. Je pense paradoxalement que l'élection du président Trump et la brutalité du président Poutine, tout cela, c'est une sorte de wake-up call salutaire. Et une sorte, effectivement, peut-être une chance pour l'Union européenne de retrouver un peu la capacité à se politiser. Au plan politique, il faut être fort ensemble.
Il faut aller au bout des élargissements qui sont acceptables. Et puis, il faut construire, ça c'est une sorte de tarte à la crème, une Europe de la défense qui soit en complémentarité avec l'OTAN. Sauf qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, les Européens, et je reviens de Davos, en majorité, si vous voulez, ils ont à l'esprit, au fond, d'acheter la paix avec Trump en lui achetant davantage de gaz naturel liquéfié d'un côté et en lui achetant davantage d'armes de l'autre. Donc ça va être très compliqué, ce que je viens d'exprimer, pour le faire entrer en vigueur. Deuxièmement, au plan économique et technologique, on a toutes les ressources financières nécessaires pour éviter le décrochage technologique et investir dans les nouveaux domaines. Les Européens épargnent massivement, 14% de notre PIB contre 4% aux États-Unis. Le problème, c'est qu'une partie de cette épargne, qui s'élève aujourd'hui à 300 milliards de dollars, enfin la partie qui part aux États-Unis, parce qu'il y a des conditions plus attractives, pour financer la dette et la haute technologie américaine. Donc là, on a un problème urgent en Europe, qui est effectivement de créer une union des capitaux, une union des marchés, et puis d'être plus compétitif pour faire en sorte que cette épargne, elle reste en Europe. Comme vous le savez, et je sais que vous en avez parlé, vous avez les rapports Draghi et l'État qui se sont récemment et ont été sortis, avec un diagnostic au laser. Et je dois dire que pour une fois, on donne le sentiment de ne pas mettre un rapport dans un tiroir. C'est quelque chose de positif. Et donc, vous avez une feuille de route de la Commission européenne qui est en train de sortir. Vous avez une première législation omnibus, que j'aurais préféré appeler TGV, qui, d'une certaine manière, va sortir pour prendre toute une série de mesures et revenir sur des directives qui ont comme résultat de nous tirer dans le pied au plan de la compétitivité économique. Et vous avez une sorte de prise de conscience, enfin, que l'Europe n'est pas faite pour entraver notre compétitivité, mais pour lui permettre d'être meilleure. Alors, dans ce monde qui est en brutale transformation, je crois que c'est très important pour notre pays, effectivement, de se mobiliser pour nous protéger par une défense forte et des forces armées et des services de renseignement prêts et financés. Et là, je dirais, le citoyen que je suis et l'ancien DGSE que je suis aussi se félicite de l'adoption du budget, Madame la députée. Ça va nous permettre d'avoir une LPM forte sur les années 2024-2030. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu, depuis l'élection du président en 2017, un doublement du budget de la défense. Enfin, je veux dire, nous avons pris quand même la mesure des menaces sérieusement dès 2017. Nous avons anticipé le fait qu'il fallait inverser la vapeur. Les périodes politiques précédentes, on supprime 55 000 personnes dans l'armée de terre, on dissout la moitié des régiments français. C'était une purge. Moi, j'ai des amis qui étaient colonels à l'époque, qui sont généraux aujourd'hui, d'actifs, et qui ont passé, ça vous arrivez mon général, qui ont passé une partie de leur carrière à regarder comment réduire. Cette machine est inversée. J'y reviendrai plus tard, je pense effectivement qu'on doit l'inverser encore davantage. Deuxièmement, je pense qu'on devrait avoir une population qui est davantage consciente des menaces qui pèsent sur nous. Parce que, je vais dire les choses un peu brutalement, mais nos espèces de certitudes de protection par les États-Unis et l'OTAN, eh bien ces certitudes, il faut mesurer qu'elles ne sont plus si sûres que cela. Et qu'en fait, on ne sait pas ce qui demain va pouvoir se passer. Et que si on n'est pas capable de se défendre par nous-mêmes, on risque effectivement d'avoir des difficultés. Et donc je pense que, au fond, la vision selon laquelle on sous-traitait notre défense aux États-Unis et l'énergie aux Russes, tout ça c'est terminé, c'est derrière nous. Et je pense que ça n'est pas assez présent dans le débat national. J'ai toujours regretté comme diplomate, mais aussi comme patron de la DGSE, que notre monde, au fond, soit très, en France, je dirais, inside the beltway, comme on dit à Washington. C'est-à-dire que nous sommes vraiment sur nos petits problèmes à l'intérieur du périphérique. Mais on a du mal à voir le monde et à voir comment le monde nous regarde et à voir quels sont les enjeux, effectivement, sur lesquels on doit investir. Alors certains prennent de bonnes décisions, hein, je l'ai dit, mais je pense que ça n'est pas assez présent dans le débat national et le maire de Neuilly va dans le sens inverse, lui, en organisant ce genre de débat. Mais je pense qu'il faudra en faire bien davantage. Bon, troisièmement, il nous faut une économie forte et résiliente et avec une priorité naturellement aux nouvelles technologies, mais aussi à la réindustrialisation de ce pays. Là, je crois que l'exemple est fait. Ayez à l'esprit que le tandem franco-allemand va repartir avec le nouveau chancelier, à supposer qu'il soit chancelier, qu'il gagne les élections, Friedrich Merz, qui est un homme effectivement de l'économie et est un libéral. Je pense que ça pourrait être un moment important.
Et puis le dernier point, j'ai déjà dit, une Europe puissante, solidaire, qui assume mieux sa défense, mais qui accepte aussi d'exercer sa puissance et qui se fasse respecter par une politique de fermeté et de réciprocité. Je crois que c'est très important, et notamment à l'égard des Américains, mais des autres, que nous répondions du tac au tac lorsque nous faisons l'objet de mesures que je qualifierais d'agression. Je dois dire que le commissaire Thierry Breton à Bruxelles a incarné cette ligne, une ligne de fermeté et une ligne de souveraineté. C'est un mot essentiel, de souveraineté européenne, pour répondre à cela. Voilà ce que je vais vous dire en propos introductif. Je pense que c'est possible. J'ai toujours à l'esprit un mot du général de Gaulle à Bayeux en 1952 sur la défense, que vous connaissez, enfin que je redis tout de même. La défense est la première raison d'être de l'État. Il n'y saurait manquer sans se détruire lui-même. Voilà. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, dans l'état du monde, on doit se rappeler effectivement cette citation. Merci. Merci Bernard Hémier. Je vous propose donc de démarrer cette rencontre, cette conversation par cette première partie avec vous, Gilles Delafont. Elle va porter donc sur les théâtres de guerre. Alors malheureusement, il y en a beaucoup, on ne va pas pouvoir parler de tout. Mais on va démarrer par la situation au Proche-Orient, l'attaque terroriste du Hamas, vous l'avez rappelé, le 7 octobre 2023. La guerre qui s'en est suivie, eh bien, ce sont des événements qui reconfigurent les rapports de force. C'est un Proche-Orient en pleine recomposition. Oui, merci. Et merci, monsieur le directeur, parce que ce que vous dites est important. Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit qu'effectivement, l'ordre de 1945 est terminé. Mais ça, je pense que c'est très, très important de le comprendre et de l'intégrer, parce que ça va induire absolument toutes les décisions que devront être prises par nos responsables politiques. Et nous, en tant que citoyens, les choix que nous devrons faire. Alors, Anne-Emmanuel, oui, tout à fait, le Proche-Orient. Et le Proche-Orient, j'ai envie de dire, comme tous les autres sujets, va être marqué par ces changements. Alors, à l'Institut Thomas More, on s'est intéressé à ce qu'on a vu surgir au lendemain du 7 octobre, c'est-à-dire cette phrase que moi je trouve totalement vide de sens aujourd'hui, qui consiste systématiquement à dire « on va s'en remettre à la solution à 2 États ». Alors ça, c'est une phrase très simple. Oui, c'est simple, on va faire 2 États. Oui, sauf que ça fait à peu près une 60aine d'années qu'on essaie de la mettre au point, qu'elle ne marche pas, et que aujourd'hui, les conditions pour réaliser ces 2 États paraissent à des années-lumière. Donc ma question sera toute simple, c'est comment vous voyez une possible évolution, parce que personnellement je crois qu'il n'y a pas d'évolution possible, mais comment vous voyez une possible évolution au Proche-Orient sur la question qui est d'actualité actuellement? Alors, peut-être je ferai un petit retour en arrière. On le disait en se préparant. Le 7 octobre 2023 a remis le dossier palestinien sur le haut de la pile des préoccupations internationales. En réalité, depuis 20 ans, plus personne ne s'en occupait, parce que, premièrement, c'était indébrouillable. Deuxièmement, les Israéliens mettaient le pied sur le frein. Troisièmement, les Arabes du Golfe s'intéressaient avec distance, je dirais, de cette problématique. Et quatrièmement, la communauté internationale avait d'autres préoccupations. Et puis, cinquièmement, l'autorité palestinienne n'était pas très attractive, dans la mesure, effectivement, où elle a un certain nombre, comment dirais-je, de faiblesses, on va dire ça gentiment, et qu'elle était accusée de corruption, et que donc on n'a pas eu très envie de s'impliquer. Donc le 7 octobre, au-delà de l'effet de sidération, et puis l'effet du massacre, d'un côté innommable, et puis derrière des représailles extrêmement violentes, a remis ce sujet au cœur, effectivement, des préoccupations. Dans un contexte où cette guerre, livrée par les Israéliens à Gaza et ensuite livrée au Liban, qui n'a eu d'autre choix, si on peut dire, que d'exercer une pression sur les Israéliens en ouvrant un deuxième front qui a conduit les Israéliens à envahir le Liban de nouveau, comment dirais-je, le Liban s'est engagé dans la guerre. Mais le premier paradoxe... Le Hezbollah, vous voulez dire? Oui, le Hezbollah. Le Hezbollah et le Liban. Mais le Hezbollah, vous avez raison. Et le paradoxe, c'est que cette offensive lancée pour Netanyahou, elle a eu un certain nombre d'effets collatéraux positifs. Effet collatéral positif parce que le Hezbollah a été défait par les Israéliens
et que ça a permis l'élection d'un président au Liban et d'un Premier ministre, la nomination d'un Premier ministre, dont on pouvait rêver. Quelque temps avant, la situation était bloquée à cause des Iraniens. Deuxièmement, l'effondrement du Hezbollah a eu un impact aussi sur le système Bachar, parce que le Hezbollah protégeait Bachar, et le système Bachar el-Assad s'est effondré. Troisièmement, le Hamas a quand même été défait, même s'il n'est pas totalement détruit, ce qui veut dire que l'Iran a été affaibli et que l'axe chiite qui va de l'Iran à la Méditerranée est interrompu et que le ravitaillement aujourd'hui du Hezbollah est beaucoup plus compliqué. Donc ça, ce sont des effets que je qualifierais de positifs, avec derrière une problématique sur laquelle on pourra revenir et qui va être la plus complexe à gérer, qui est la problématique iranienne. Qu'est-ce qui va se passer en Iran? Évolution du régime, aspect nucléaire, action américaine, action israélienne. Dans un contexte, effectivement, où sur la question israélo-palestinienne... Alors, pourquoi on parle des deux États? Parce que vous savez, dans les relations internationales, il faut bien avoir une sorte de principe sur lesquels s'appuyer, une sorte de mantra. Bon. Et donc, deux États vivant côte à côte, en paix, un État israélien, un État palestinien, ça reste l'objectif stratégique. Sauf qu'effectivement, on sait depuis très longtemps que ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Mais on ne peut pas renoncer à cela, parce que si la communauté internationale dit que ça n'est plus l'objectif, alors c'est la porte ouverte, effectivement, au fond, à une sorte de feu vert légalisé pour la recolonisation de la Cisjordanie par les Israéliens. Surtout à un moment où le président Trump arrive avec des idées assez originales, on va dire ça gentiment. Bétonnées, des idées bétonnées. Bétonnées originales, mais en tout cas de déplacer les populations de Gaza vers le Sinaï égyptien et la Jordanie, ce qui est inacceptable par ces deux pays et ce qui risquerait de fragiliser sérieusement la dynastie hachémite, si vous voulez. Donc ce sont des choses qui sont juste extrêmement impossibles à mettre en œuvre et inacceptables par ces États. J'ajoute une dernière chose sur l'État palestinien, c'est que la manière de le créer, à supposer qu'un jour il soit créé, ou comment, est une condition sine qua non mise par l'Arabie saoudite à la reconnaissance d'Israël et le fait qu'il rejoindrait les accords d'Abraham. Et donc ça, c'est important à avoir à l'esprit. Et quelles que soient les pressions qui vont être faites par les Américains sur les pays du Golfe qui ont le sentiment tout de même que les administrations successives les ont largement mis de côté. Parce que les Américains ont quand même une qualité très forte qui s'appelle le civisme. Et à partir du moment, si vous voulez, où les Américains ont été autonomes dans le domaine énergétique, leur intérêt pour les pays du Golfe a été moins important. On va dire ça gentiment. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les Américains vont vouloir, au fond, aider Israël avec les solutions originales. Les pays du Golfe, à mon avis, vont résister assez durablement, se disant peut-être aussi qu'il y a un temps long dans cette région par rapport au temps court des administrations américaines successives. Et alors, ne nous méprenons pas, je ne suis pas opposé au principe des deux États. Simplement, je trouve que c'est une phrase creuse qu'on n'a jamais été capable de remplir, jamais capable d'implémenter, jamais capable de mettre sur pièce, ce qui permet à Trump de venir en disant c'est très simple, on va virer tout le monde et on va faire une Riviera. C'est plus ce côté-là. On tourne autour du sujet sur cette question du Moyen-Orient, mais la question qu'on pose, celle que vous avez posée, je le redis, quand vous avez dit l'ordre de 1945 est terminé. La question centrale aujourd'hui, hormis effectivement l'émergence des puissances que vous avez mentionnées, c'est le rôle et l'attitude des États-Unis. Alors moi j'ai une question toute simple pour vous, même si vous n'êtes plus directeur général, on va faire comme si vous l'étiez encore, et il se trouve que vous allez devoir partir à Washington demain, rencontrer le nouveau directeur de la CIA, la directrice du renseignement américain, qui, je le dis pour ceux qui ne le savent pas ici, est une femme qui trouve beaucoup de qualités à Poutine, beaucoup de qualités qui en trouvait à Bachar el-Assad, qui fait partie d'une secte Hare Krishna et qui joue de la guitare en chantant Hare Krishna. Bon, j'ai rien contre, mais si demain vous devez partir à Washington rencontrer vos homologues du renseignement, ma question sera très simple. Et vous avez mentionné la question des alliances trouvant leurs limites. Est-ce que vous partirez chez des alliés ou est-ce que vous partirez chez des partenaires? Alors, vous savez, à Davos,
il y a une phrase qui a circulé après une intervention très cardiaque que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux ou à la télévision du président Trump devant les hommes d'affaires. Au fond, ce qui a circulé, c'est de dire qu'il faut juger Trump non seulement à ses déclarations, bien sûr, mais à ses actes. Et donc, je pense qu'il faut tester et voir les interlocuteurs d'une manière assez pragmatique. Donc je pense qu'il faut aller à Washington voir les nouveaux interlocuteurs en les prenant d'abord pour des partenaires, car les Américains sont des partenaires, et au fond dans une approche gagnant-gagnant, parce qu'ils attendent des choses de nous, et notamment au plan du renseignement. Le nouveau directeur de la CIA, qui lui a été confirmé par le Sénat. Vous le connaissez, lui. Ce qui n'est pas le cas de la dame dont vous parlez, qui est la directrice nationale du renseignement. Donc il faut comprendre là, pour notre public qu'aux États-Unis, vous avez énormément de services de renseignement. Et donc vous avez une coordination du renseignement qui s'appelle ODNI. Ça veut dire le Bureau de la coordination du renseignement américain. Et il coordonne au fond des dizaines de services de renseignement. 12. Mais ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne qui a un rôle opérationnel. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas l'interlocutrice des services de renseignement français. Elle est l'interlocutrice de la coordination nationale du renseignement et de la lutte antiterroriste, on y reviendra tout à l'heure, qui est une structure créée par le président Sarkozy et qui a été renforcée par le président Macron, mais c'est une structure de coordination. Donc cette dame, elle a les idées que vous avez mentionnées, mais au fond, sa capacité d'intervenir dans le détail, elle sera peut-être moins considérable qu'on le pense. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le nouveau directeur de la CIA, qui lui a été DNI dans la précédente administration de Trump, vous l'avez connu, je l'ai rencontré, oui. Est un homme dur, c'est un homme trumpien, mais c'est un professionnel. D'accord. J'ajoute que moi j'ai travaillé avec l'administration Trump numéro 1, oui. Alors que Trump avait aussi des idées assez originales. Est-ce qu'on peut rappeler, si vous le permettez, monsieur le directeur, que Trump 1, en 2017, si je me trompe, il est à une tribune avec Vladimir Poutine et devant le monde entier, il dit qu'il croit davantage Vladimir Poutine que ses propres services de renseignement. Oui, il a pu dire ça. Je pense qu'il a évolué ensuite. Bon. Oui. Vous savez, vous arrivez... Si Trump évolue, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Absolument. Mais vous arrivez au pouvoir, vous avez des visions, vous avez des certitudes, et puis après, voilà. Mais Trump, si vous voulez, Trump 1, il a laissé travailler ses services de renseignement. Moi, j'ai eu 2 homologues américains. Le premier s'appelait Mike Pompeo. Il est devenu ensuite secrétaire d'État. La deuxième s'appelait Gina Haspel. C'était une femme tout à fait remarquable, qui avait eu aussi un passé assez dur dans les services de renseignement. Mais ce sont des personnes avec lesquelles on a très bien travaillé, dans une approche de coopération avec des objectifs partagés, de lutte antiterroriste, de désignation d'objectifs, de partage de renseignements sur des crises. Donc je pense que les services français vont continuer à bien travailler un peu sous le radar du politique avec les services américains. Voilà. Donc je pense que le pire n'est jamais sûr et que le travail en coopération continuera. On entend que vous n'êtes donc pas tout à fait aussi inquiet que Gilles Delafont sur... Non, mais c'est bien, moi je suis très rassuré, vous nous rassurez là, vous nous rassurez. Non, c'est vrai, et puis vous l'avez dit, le renseignement c'est de l'échange. Donc on vous donne des choses, vous en donnez, il n'y a pas d'idéologie ou de philosophie là-dedans, c'est du gagnant-gagnant. Alors, et la confiance quand même, hein, c'est très important. Il y a de la confiance. C'est d'abord la confiance qui est importante. Comme dans tous les domaines, si vous voulez, il faut qu'il y ait des relations de chef à chef. Bon. Donc la relation de chef à chef, elle est essentielle. Moi, j'ai eu 3 homologues pendant mon mandat de DGSE. J'ai créé avec chacun d'entre eux une relation très, très forte. Le dernier, sous les démocrates, était William Burns, qui était une personnalité très puissante. Qui était diplomate comme vous avant. Nul n'est parfait. Et que vous connaissiez. Et nous étions ensemble ambassadeurs en Jordanie il y a 25 ans, etc. Donc, ça facilite les rapports. Ah, vous ne pouvez pas savoir. Bon. Et notamment, lorsque vous avez des opérations à faire dans les minutes et que vous pouvez joindre le directeur de la CIA dans le quart d'heure, ce qui n'est pas simple. Bon. Enfin, je dis ça parce que, si vous voulez, vous avez effectivement ce genre d'impulsion qui vient du haut, même si au plan plus du working level, les gens travaillent bien ensemble parce que c'est notre intérêt. Le seul objectif, c'est l'intérêt que nous avons à travailler avec les partenaires. Merci beaucoup.
L'autre point que vous vouliez continuer sur Trump ou on passe Non, allez-y, je vous écoute. Autre point que vous souhaitiez aussi aborder avec Bernard Rémier, eh bien, c'est celui de la sécurité, de la défense de l'Europe, avec en toile de fond l'avenir de l'Ukraine, bien sûr. Oui, alors ça, je pense que vous avez très très clairement posé les enjeux. On voit à peu près où on va. Vous avez dit, je crois, une chose qui me semble importante, c'est qu'on a eu deux signaux de réveil très forts qui ont été effectivement la guerre en Ukraine. Bon. Alors, on parle toujours, vous l'avez dit, la défense européenne... concrètement, c'est difficile à mettre sur pied, mais il y a une clé fondamentale aujourd'hui, c'est les moyens. Et alors, vous avez mentionné une chose, vous avez dit il faut qu'on s'arme davantage, mais il faut qu'on évite d'acheter américain. Alors, oui, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que l'Europe aujourd'hui, parce que c'est pas qu'une question idéologique, on est d'accord là-dessus, c'est une question aussi économique et commerciale. Si demain un pays veut acheter une batterie de missiles Patriot, l'Europe n'en produit pas. Donc elle achètera américain. On est d'accord là-dessus. Donc, quelle est la latitude, selon vous, dont on dispose pour s'armer européen ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire à un pays qui va acheter des F-35 d'acheter plutôt un Rafale, même si maintenant il commence à être un peu vieux ? Quelle est notre latitude pour construire une défense économiquement, politiquement, idéologiquement qui soit européenne ? Alors, je vais répondre aux différents éléments de votre question. Florence Parly, qui a été ministre des Armées et qui est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, avait une formule en disant l'article 5 de l'OTAN n'est pas l'article F-35. Et je trouve que c'est un trait d'humour assez... Expliquez-nous, c'est-à-dire l'article 5 de l'OTAN, c'est l'article par lequel la solidarité des alliés de l'Alliance Atlantique fait que si l'un est attaqué, je dirais l'Alliance Atlantique doit répondre collectivement. La solidarité fonctionne. La solidarité, c'est le point essentiel de cette alliance. Et le F-35, c'est un avion de chasse américain qu'il commercialise effectivement dans le monde entier. 10 pays en Europe en ont acheté. En faisant des pressions considérables sur tous les alliés et les partenaires pour en acheter aux dépens du Rafale notamment ou de l'Eurofighter. Bon, ça c'est un point et je mentionne ce point parce que beaucoup de partenaires y sont sensibles. Deuxièmement, les Américains aujourd'hui représentent 53% de l'économie totale de l'OTAN, mais ils payent 80% des dépenses militaires. 45% du pouvoir militaire mondial est entre les mains des Américains. Donc on voit bien que ce n'est pas soutenable dans la durée. Troisièmement, les dépenses de défense. Oui, il faut les augmenter. Aujourd'hui, vous savez combien la Pologne dépense sur ses dépenses de défense par rapport à son PNB ? Près de 5%. La Pologne, près de 5%. Il y a là un ami qui est un ancien ambassadeur en Pologne. Bon. Oui, et c'est pour ça que, vous n'avez pas mentionné la Pologne dans votre exposé. Non, mais on ne peut pas mentionner tout le monde. Non, mais je pense que c'était un des... Mais c'est un pays stratégique et fondamental. Et d'autant qu'avec le nouveau Premier ministre aujourd'hui, ça devient un pays considérable de cette Europe, effectivement, plus souveraine qu'on veut créer. Ce qui veut dire que nous, avec nos 2% au sein des pays de l'OTAN, c'est bien. Et l'effort, je l'ai dit, a été considérable. Mais c'est pas assez. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Il va falloir passer à 3% très rapidement. Et lorsque Trump, si vous voulez, va nous sortir un certain nombre d'idées, nous n'aurons d'autre choix que de faire des choix. Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui les ferai, je suis un citoyen qui observera avec intérêt, mais c'est quelque chose, effectivement, qui est fondamental. Ensuite, un constat terrible sur l'Ukraine. Si vous voulez, aujourd'hui, la Russie produit plus de munitions en 3 mois que tout l'OTAN en 1 an. C'est ça la réalité, effectivement. Donc on doit avoir une meilleure production, une vraie économie de guerre. Et par ailleurs, effectivement, une capacité à travailler sur les Américains. Oui, c'est pas normal que plus de 50% des budgets de défense européens aillent à l'achat des Américains. Donc pour répondre à votre question, ça passe par quoi ? Ça passe par le fait de continuer à être bon dans le domaine des armements pour les pays qui produisent. Et les pays qui produisent, naturellement, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Et donc, il n'y a pas d'issue ailleurs que dans des coopérations avec les Britanniques. La deuxième chose, c'est d'accepter des renonciations à un certain nombre de nos souverainetés pour produire des armes en commun. Il nous faut créer des champions européens. Et ça, c'est très compliqué en France, parce que nous avons des champions français qui n'ont pas, pour des raisons qui sont parfaitement compréhensibles, envie de trop partager. Mais nous ne sommes plus à l'échelle. Donc ça, c'est une dimension fondamentale. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut effectivement faire en sorte que les Européens aujourd'hui
ne soient pas comme les lapins dans le phare d'une voiture, complètement tétanisés par l'arrivée de Trump, et qui réagissent. Et vous avez vu qu'après une période de sidération, il y a une période aujourd'hui de réaction. Vous avez vu le sommet qui a eu lieu effectivement des chefs d'État et de gouvernement pour savoir comment on allait réagir, etc. Donc il y a une prise de conscience qu'il va falloir effectivement se préparer à réagir. Et je pense que dans le domaine de l'armement, il y a un besoin urgent. Et il y a cette volonté qui a été développée par les Européens qui veulent maintenant avoir un budget européen de la défense. C'est très compliqué à formaliser. On ne sera sans doute pas très d'accord tout de suite. Mais il y a une facilité qui existe. Il y a une facilité européenne de défense, il y a des crédits qui ont été dégagés, parce que, si vous voulez, au fond, ce sont des sujets très souverains à la défense. Ce qui veut dire que ça ne passe que par des coopérations interétatiques, et notamment qu'on va fabriquer des armements. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'on fasse bouger un certain nombre de certitudes, mais il y a des projets qui marchent. Le KNDS, par exemple, sur les chars, ça marche. L'avion d'avenir, eh bien, c'est compliqué, mais néanmoins, avec les Allemands et les Espagnols, il y a des projets qui sont faits. Et donc, je pense qu'il faut aller dans cette direction de manière très, très forte. Mais c'est très important de faire en sorte que les Européens n'essayent pas, une fois de plus, je le répète, pour amadouer Trump, et je dirais essayer de le calmer, de dire on va acheter que des armes américaines, et comme ça, il va arrêter effectivement de faire pression sur nous. On doit prendre donc en charge notre défense. J'en ai peur, ou je le crois profondément. Finalement, Trump est peut-être un accélérateur, pourrait être un accélérateur dans... Oui, je ne sais pas si je dois être très optimiste, parce que rappelez-vous, Trump, il insultait Mme Merkel. Oui. Il a traité de grosse vache. C'est quand même pas très poli. Bon. Il est très aimable. Il lui donnait des coups dans les conseils européens, et il lui disait qu'il fallait qu'elle paye plus, et que ce qu'il faisait, c'était scandaleux, et qu'elle achetait trop de gaz à la Russie, ce qui par ailleurs était vrai. Mais ça n'a pas conduit les Allemands pour autant à changer fondamentalement de positionnement dans cette période, si vous voulez. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais je pense que le chancelier Merz, si c'est lui qui est élu, si c'est lui qui est chancelier, est un homme qui pourrait faire bouger les lignes. Je l'ai entendu à Davos, j'étais à une table ronde avec lui. Il a dit « Nous devons des excuses à la France pour la politique nucléaire que nous avons eue. C'est stupide d'avoir eu cette politique. C'est une décision irresponsable d'avoir fermé les dernières centrales. » Donc cet homme, à mon avis, va rebattre un peu les cartes. Oui, parce qu'il faut relancer ce couple franco-allemand qui pourrait mener, sinon, l'Europe. Le problème du tandem franco-allemand, je ne sais pas si c'est un couple, c'est que quand il fonctionne trop bien, tous les Européens sont furieux, mais quand il ne fonctionne pas, les Européens disent « mais qu'est-ce que vous foutez ?» si vous voulez. Bon. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des formats à géométrie variable. Et on parlait tout à l'heure de la Pologne. Le format dit du triangle de Weimar, qui rassemble la France, l'Allemagne et la Pologne, est un format puissant. Et aujourd'hui, on voit bien que les Italiens aussi sont un acteur majeur. Et donc, il faut effectivement essayer d'entraîner, quelles que soient nos différences. Et il y a un point fondamental, c'est qu'il ne faut pas laisser les Américains nous diviser. Et donc, il faut qu'on soit unis quand on va les voir, afin qu'ils ne jouent pas, si vous voulez, acteur par acteur, pays par pays, pour au fond donner à chacun ce que chacun attend. Et ça va être un test très important, non seulement de réaction de l'Union européenne, mais je dirais de survie de cette Union européenne. Merci Bernard Rémier. On continue cette conversation. Gilles, vous vouliez aborder le sujet de la relation franco-algérienne. Les tensions sont importantes entre Paris et Alger depuis ces derniers temps. L'Algérie, c'est un pays que vous connaissez bien puisque vous y avez été ambassadeur de 2014 à 2017. Oui, alors là, on va rentrer dans un sujet encore plus chaud. Parce que ça énerve tout le monde, ce qu'on voit quand on regarde nos écrans, quand on écoute les nouvelles. Vous avez été ambassadeur, effectivement, d'Algérie. Bon, la déstabilisation de notre pays voulue par l'actuel pouvoir, elle est claire. Ma question, elle est toute bête. Est-ce qu'elle ne doit pas faire l'objet d'une riposte plus significative ? Et quelle forme doit prendre cette riposte ? Et ne me dites pas qu'il faut faire de la diplomatie. Faut peut-être faire du business. Bon. Je vais vous dire 2 ou 3 choses et je vais remonter un peu en arrière. D'abord, il y a une tendance longue, si vous voulez. Comment on peut avoir de bonnes relations, nous, France, à la fois avec l'Algérie, le Maroc et les autres pays du Maghreb ? C'est un problème fondamental. Mais pourquoi on est obligé de choisir, d'avoir les 3 ?
mais parce que c'est notre intérêt stratégique. Ces pays, c'est notre hinterland. Vous avez des communautés considérables sur notre sol. Et la menace pour nous, si ces pays sont déstabilisés, est beaucoup plus importante que ce qui se passe, si vous voulez, en Irak ou en Chine. Bon. Et historiquement, quand la gauche est au pouvoir, on a de bonnes relations avec l'Algérie. Quand la droite est au pouvoir, on a de bonnes relations avec le Maroc. Il y en a qui a eu de bonnes relations avec les deux à la fois. Je ne dis pas ça parce que j'étais son collaborateur sur cette zone. C'est Chirac. Bon. Et pendant cette période, on a réussi à avoir de bonnes relations avec les deux pays. Le président actuel s'y est essayé. Et effectivement, c'est très compliqué. Parce que vous êtes toujours pris en otage de l'un ou de l'autre. Mais sur l'Algérie, il y a eu cet effort. Il y a eu une visite d'État très réussie fin août 2022 qui a porté sur les questions de sécurité, sur les questions africaines, sur les questions économiques, avec aussi des questions mémorielles. Nous avons beaucoup progressé sur beaucoup de sujets. Et puis derrière, ça n'a pas suivi. Et il y a eu ensuite, effectivement, on va dire les choses comme elles sont, des tensions fortes avec le Maroc. Nous avons voulu tourner la page parce que nos intérêts stratégiques avec le Maroc sont élevés, parce que les intérêts économiques sont fondamentaux. Et donc, nous avons été dans le sens de ce que souhaitaient les Marocains, c'est-à-dire reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Mais pour que le public comprenne, le Sahara occidental, c'est une zone effectivement qui était espagnole. Il y a eu un phénomène de décolonisation non achevé. Et en fait, c'est une zone qui devait avoir un processus d'autodétermination. Et il faut comprendre effectivement qu'il y a un processus onusien qui n'est pas achevé. Le Polisario, c'est-à-dire les Sahraouis, sont soutenus par les Algériens et les Marocains considèrent que c'est à eux et ont même reconquis une partie du sud, je dirais, du Sahara occidental, qui donne sur la mer, la région de Dakhla, qui est aujourd'hui marocaine. Bien, à partir de là, dire que le Sahara est marocain, c'est préempter l'issue d'un processus onusien qui n'est pas terminé d'abord, et c'est de l'autre faire le choix du Maroc, car c'est la politique du Maroc. Comme l'ont fait d'autres pays, dont l'Espagne. Alors, comme l'ont fait les Américains sous Trump, avec un objectif très très simple, c'était de faire en sorte que les Marocains rejoignent les accords d'Abraham, oui. Donc reconnaissent Israël. Ça a été fait. Et puis l'Espagne, pour des raisons, etc. Mais nous, la différence, c'est que notre relation avec l'Algérie n'a rien à voir avec la relation des Américains avec l'Algérie, qui n'ont pas de relation très importante. Puis il y a l'histoire. Et puis deuxièmement, nous sommes un deuxième membre permanent du Conseil de sécurité, que l'Espagne n'est pas. Et donc ça crée, si vous voulez, un sentiment de trahison de la part des Algériens. Alors maintenant... De la part du pouvoir algérien. De la part du pouvoir algérien. Mais le pouvoir algérien, il est quand même assez bien en selle, si vous voulez. Donc vous voulez dire qu'il a un vaste soutien populaire ? Je n'ai pas dit ça du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il tient le pays. Bon. Donc à partir de là, la question est de savoir comment on agit. Moi, je pense effectivement qu'on a une politique qui n'a pas produit les effets qui étaient escomptés, parce qu'on a déjà supprimé les visas pour les Maghrébins. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. On a dit, vous ne reprenez pas nos clandestins, et donc on ne va pas délivrer de visa à vos élites. Bon. Cette politique, elle n'a marché nulle part. Elle n'a fait que crisper les relations, ils n'ont pas repris de gens. Et donc, si vous voulez, cette politique que je qualifierais très forte et très déclaratoire, elle est sûrement très bonne en termes de consommation intérieure, parce que les Algériens nous exaspèrent, mais elle ne produit pas d'effet. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, ce qui veut dire que pour être efficace, moi je considère qu'il faut agir d'une manière discrète, qu'il faut agir par des émissaires, qu'il faut agir par des contacts sur des sujets importants pour eux, mais on ne peut pas le faire effectivement d'une manière publique. Parce que de manière publique, ça se fermera. Or, l'Algérie, c'est un problème de politique intérieure en Algérie, pour eux, et en France. J'utilise souvent un chiffre qui est qu'en France, vous avez 7 millions de personnes qui ont une relation avec l'Algérie. Il n'y a pas un autre pays du monde qui est dans cette situation. C'est quoi ces 7 millions ? C'est les 3 millions à la louche, parce qu'on ne sait pas exactement, d'Algériens ou de Franco-Algériens. C'est ensuite le million de rapatriés d'Algérie et leurs descendants. C'est le million des gens qui ont été mobilisés en Algérie, la génération qui s'en va, mais enfin les Jean-Pierre Chevènement, etc., qui a une connaissance et une compréhension et un sentiment à l'égard de l'Algérie. Je rajoute les dizaines de milliers d'Harkis, leurs descendants. Vous touillez, ça fait 7 millions de personnes. Avec aucun pays du monde, la France n'a, au fond, des gens qui ont des positions si antinomiques ou si différentes sur l'Algérie. Donc c'est un sujet de politique intérieure majeur. Donc je pense effectivement qu'il faut traiter ce sujet à bas bruit, il faut le sortir, je dirais, du champ du quotidien, et derrière, donner le temps au temps, comme disait le président Mitterrand,
et reprendre avec fermeté, mais dans la discrétion. Voilà. Ça n'est pas autrement qu'on réussira à avoir des résultats. Et les Algériens, ils ont le temps. C'est un système qui n'est pas démocratique. Et donc, au fond, ils n'ont pas de pression de leur opinion comme nous avons une pression de notre opinion. Merci. Merci Bernard Hémier. Avant d'attaquer la seconde partie sur les guerres hybrides et la place majeure du renseignement, j'aimerais que vous nous rappeliez les fondements et les valeurs de la DGSE que vous avez dirigée et la philosophie de son mode d'action. Oui, alors là, je vais être assez précis et synthétique à la fois. Donc, je l'ai dit dans mon propos introductif, la DGSE, c'est le seul service secret et spécial français. Service secret, ça veut dire effectivement qu'il agit à l'extérieur de manière secrète. Service spécial, ça veut dire qu'il effectue des actions clandestines et effectivement des actions spéciales pour notamment éradiquer le terrorisme à l'étranger. Les autres services français sont des services de renseignement seulement. Ils n'ont pas de capacité opérationnelle à l'extérieur du territoire français de la même manière. Alors, ils en ont. La direction du renseignement militaire va chercher du renseignement sur les forces armées, les déploiements, les satellites, etc. Mais ça n'est donc pas comparable. Deuxièmement, c'est un service, et j'insiste là-dessus, qui est issu du Bureau central de renseignement et d'action du général de Gaulle, qui a été fondé par le colonel Passy, André de Wavrin. Et c'est un service qui s'inscrit dans cette histoire de la clandestinité et du gaullisme. Et je rappelle, et je porte ici un insigne de filiation, parce que le président de la République, avec le soutien d'Hubert Germain et des derniers compagnons de la Libération, a donné le privilège aux unités militaires de la DGSE de porter la fourragère de l'ordre de la Libération, et les civils du service, qui représentent les 2/3 des agents de la DGSE, ont dû, et ont de manière très solennelle, la remise de cet insigne de filiation aux couleurs de l'ordre de la Libération. Donc nous avons un ADN de la clandestinité qui est hérité de Jean Moulin et de Pierre Brossolette. C'est ça, pour nous, les grandes références. Alors ensuite, quelles sont ces grandes missions ? D'abord, c'est un service, il faut bien le comprendre, qui est orienté par l'exécutif en permanence. Ça n'est pas un service qui est en auto-allumage. Dans le passé, il y a eu de l'auto-allumage. Et dans le passé, effectivement, il y a eu des dérapages qui ont été liés au fait que l'exécutif ne contrôlait pas assez les services. Aujourd'hui, les orientations, c'est quoi ? C'est d'abord la lutte contre le terrorisme. La première mission d'un service de renseignement, c'est de protéger, je l'ai dit, nos compatriotes et notre territoire. La deuxième responsabilité, elle tourne autour, effectivement, de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, balistiques, chimiques, biologiques, bactériologiques. Donc, c'est la contre-prolifération. Donc, la DGSE, le service leader pour caractériser les capacités nucléaires ou balistiques de l'Iran ou de la Corée du Nord. Le troisième objectif, c'est tout ce qui tourne autour du renseignement politique. Je l'ai dit, le dessous des cartes, avec un certain nombre de missions qui ont été placées dans le cadre de la réforme que j'ai initiée en 2021-2022, dans des centres de mission qui s'occupent de la Russie, de l'Ukraine, de l'Europe, qui s'occupent de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et puis un domaine sur lequel ce pays a basculé en termes d'efforts ces dernières années, c'est la région Asie-Pacifique, sur laquelle on a mis le turbo. Nous n'étions pas assez présents, et nous sommes aujourd'hui effectivement très, très présents. Et puis, la dernière dimension, qui est parfois moins assumable et qui est importante en protection, mais aussi de temps en temps en action, c'est la souveraineté et le renseignement économique. Notre pays n'est pas fort, ne peut pas être fort, s'il n'est pas fort économiquement. Donc pour les services de renseignement, protéger nos industries, nos secrets, notre système économique, et en même temps aller chercher un certain nombre de renseignements, c'est absolument fondamental. Voilà les missions. Les moyens, ils sont donnés par les différentes LPM, avec depuis les années 2010, je dois dire, une très grande continuité. C'est-à-dire que les services de renseignement ont été bien traités dans les périodes où les armées étaient, je dirais, très maltraitées. Et donc les services de renseignement qui partaient de très très loin par rapport aux autres pays occidentaux ont eu des moyens importants. Aujourd'hui, la DGSE, c'est environ 7200 personnes, avec un budget d'investissement très significatif. Et puis quelque chose de très important que j'avais initié, qui a été décidé par nos plus hautes autorités, c'est un nouveau siège au Fort-Neuf de Vincennes, qui s'installera en 2030. C'est un projet très important et qui va mettre en place. Pardon, pour quelle raison ? C'est des. Il est très important parce que nous étions dans des prisons pour femmes, si vous voulez, boulevard Mortier, dans lequel on faisait transiter un certain nombre de femmes et de juifs avant d'aller à Drancy. Donc on a densifié tout ça, on a fait un peu ce qu'on pouvait.
et on est passé de 2500 personnes à 7500 aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a un petit problème de logement, et donc les gens sont horriblement mal installés. Constance Le Grip connaît nos locaux, et c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc on a complètement changé les choses avec un objectif qui est d'intégrer l'ensemble des capacités, puis qui est aussi d'ouvrir à d'autres services, la direction du renseignement militaire, les autres services, parce que la DGSE, et j'allais y venir maintenant, est un service qui est prestataire de services. Dans les années 2000, le président Chirac et le Premier ministre Jospin décident de confier à la DGSE l'essentiel des moyens techniques de l'État. Et donc, pour faire de la mutualisation, on centralise les moyens de la DGSE, même si la DRM va garder des moyens très importants dans le domaine des satellites, du contrôle des satellites. Il va avoir ses propres capacités. Fondamentalement, on essaye d'unifier cela. Alors, c'est pour ça que je dis que la DGSE est un service intégré, et c'est le seul service occidental de cette nature. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous la même casquette, vous avez à la fois le renseignement humain, donc la recherche de sources, donc la recherche de traîtres, c'est ce que fait la CIA, pour dire les choses, ou le MI6 britannique, James Bond, c'est de la source humaine. Deuxièmement, on fait donc le technique, je viens d'en parler, et c'est là où il y a beaucoup de capacités, et aujourd'hui beaucoup de, je dirais, intelligence artificielle, quantique, etc., se passe effectivement à la DGSE, qui synthétise ce que font les services de renseignement et qui travaillent la main dans la main avec les autres. Et puis la troisième dimension, effectivement, c'est le renseignement opérationnel et l'action. Ça, c'est très important et c'est un ADN particulier. Alors maintenant, les valeurs de la DGSE, elles ont été définies par les agents dans un sondage. C'est la loyauté, l'exigence, la discrétion et l'adaptabilité. Et puis, si vous voulez mieux connaître ce service, naturellement, vous avez tous vu la série Le Bureau des légendes. Si vous ne l'avez pas vue, il faut la regarder. Je sais que certains ont été frustrés qu'elle s'interrompe alors qu'effectivement, ils avaient encore des espoirs. Et puis, je vous recommande aussi une série, enfin un documentaire qui est passé au printemps dernier qui s'appelle La fabrique des agents secrets sur France 3, enfin France Télévisions, et dans laquelle les agents expliquent leur travail. Pour la première fois, on a fait une sorte de coming out pour permettre à des agents d'expliquer leur travail. Et il y a un livre très bien là, que j'ai ici, d'ailleurs, de Jean-Christophe Notin, que je vous recommande. Je ne fais pas de la publicité, mais j'en fais quand même. Un peu quand même. Donc un livre qui s'appelle La DGSE, la fabrique des agents secrets, qui est un excellent livre chez Taillandier et qui dit beaucoup sur le travail effectivement des espions. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter ce service et la communauté du renseignement. Alors j'y reviens quand même, la communauté du renseignement, c'est en France des services dits du premier cercle, c'est-à-dire la DGSE qui est le plus gros, la DGSI, service intérieur qui est le deuxième, la direction du renseignement militaire, la direction de la protection et de la sécurité de défense, donc ce sont des militaires essentiellement qui défendent nos emprises militaires et nos militaires qui font l'objet d'approches. Et puis vous avez la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Ça, ce sont des gens qui travaillent, qui dépendent de la direction générale des douanes et qui travaillent pour, avec notre aide, identifier les trafics de drogue, les trafics d'armes, etc. dans le monde entier. Et puis vous avez TRACFIN, qui est un service de renseignement aussi très puissant et qui lutte sur effectivement tous les, je dirais, les trafics financiers en tous ordres. Cette communauté du renseignement, elle est coordonnée effectivement par la Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, qui est une structure qui siège à l'Élysée et qui dépend aussi de Matignon et qui s'assure que les services travaillent ensemble. Merci Bernard Hémier pour ces précisions et toutes ces informations et ces recommandations autour de la DGSE. J'aurai d'autres recommandations de lecture plus tard. Alors on va passer au deuxième thème, à la deuxième partie de cet échange autour de engager des contre-guerres et puis la place majeure du renseignement. On va mener cette conversation avec vous, Général Jean-Pierre Meyer. On parlera de la question des moyens, mais avant qu'on démarre cet échange, Général, j'aimerais que vous éclaircissiez deux notions, la contre-guerre et la guerre hybride, brièvement, pour qu'on puisse ensuite démarrer. Bien. Ce matin, nous avons eu une table ronde sur la défense, avec en arrière-plan la vision défense de l'Europe ou Europe de la défense. Et au cours de cette table ronde, nous avons estimé qu'au niveau des pays européens,
nous subissions 3 menaces majeures. La première, celle qui a été évoquée notamment avec l'affaire de l'Ukraine, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire le russe envahisseur. La deuxième, l'islam radical et son terrorisme associé, et l'utilisation d'une partie de l'immigration comme moyen d'action. Et le troisième qui est important, c'est qu'on appelle, je dirais vulgairement, le crime organisé, qui est plus présenté comme le narcotrafic. Mais je dirais que dans cette vision, il faut voir ça beaucoup plus large, c'est-à-dire le crime organisé qui a acquis, du fait, je dirais, de l'argent qu'il récupère, une véritable puissance. Et quand on observe les guerres ou la guerre ou les guerres que nous mènent ces 3 menaces, on s'aperçoit que, alors que la guerre traditionnelle auparavant était une guerre de militaires, c'était l'affrontement, le champ de bataille, Valmy, que cette guerre maintenant est devenue hybride et donc elle est devenue globale. Pourquoi ? Parce que dans cette guerre globale, il y a maintenant un volet, je dirais, militaire, mais au sens générique du terme, c'est-à-dire le terrorisme, c'est de la violence, et la guerre militaire, c'est aussi la violence. Ensuite, on a un volet économique, et ce qui est tout à fait nouveau, c'est le volet cognitif, c'est-à-dire une menace liée à une influence cognitive. Et c'est pour cette raison que l'on dit maintenant que la guerre est devenue une guerre dans la population, puisque c'est la population qui est menacée, alors qu'avant c'était les 2 armées, et l'une menaçait l'autre, et puis celui qui avait gagné la bataille, il avait gagné la guerre. Et ça a changé complètement. Et donc, c'est le premier point. Et ensuite, donc, la guerre dans la population et la guerre qui devient un affrontement de puissance, qu'elle soit militaire, économique ou autre. Et donc, l'idée qui a émergé, et notamment pour l'Europe, et répondre un peu à la question de quelle défense, on a convenu que la vision, notamment dans le domaine militaire, la vision d'une armée intégrée était à évacuer, mais qu'on pouvait très bien organiser la défense de l'Europe par rapport à la menace, voire à ces menaces, dans le cadre d'une sorte d'alliance opérationnelle dans laquelle on définirait, comme on l'a fait à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire des plans d'action, et surtout qui aurait la capacité de dire comment on va faire et surtout de dire de quel type de matériel on a besoin. Parce que c'est quelque chose qui me surprend toujours, et quand j'entends des discussions autour de moi, on fabrique du matériel, on pense à certaines armes ou autres, et quand je leur pose la question de savoir à quoi ça va servir, je suis parfois sans réponse. Pourquoi ? Parce que le concept d'emploi des forces, et donc l'organisation opérationnelle européenne, d'une certaine façon, n'existe pas. Donc on voit bien qu'on a un problème dans la contre-guerre. C'est pour ça que j'emploie ce terme de contre-guerre, puisqu'il faut réagir. Vous l'avez dit tout à l'heure, très justement. Et cette contre-guerre, en fait, elle a 2 aspects. Elle a un aspect à la fois préventif, anticipation. Elle a un aspect de
je dirais, de défense interne, hein, mais elle a aussi un aspect offensif. Et cet aspect offensif, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, ma question concernant le renseignement, c'est, et l'Europe, est-ce que dans le fonctionnement des services, et notamment en termes de coordination, est-ce que vous pensez que l'on a la capacité, et j'appellerais souveraine, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est, à mon avis, le terme majeur, si on veut parler d'alliance opérationnelle des pays européens ou des armées européennes, de chaque pays européen, est-ce qu'on a acquis actuellement cette capacité d'apprécier les situations et de façon souveraine, notamment sur les menaces qui concernent l'Europe et la France, bien évidemment. Oui. Alors, vous avez touché beaucoup de sujets. Je vais essayer un peu de répondre à différents points. Le premier point, effectivement, c'est que les guerres ont changé de nature. Bon, moi, je ne suis pas officier général, j'ai commandé beaucoup d'officiers généraux, mais enfin, j'ai vu quand même comment ça se passait. Comment dirais-je, il est clair qu'aujourd'hui, vous avez effectivement la guerre classique. Et quand on regarde ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est Verdun, avec les tranchées, etc., etc. Bien, donc ça, c'est la première dimension sur laquelle nous devons continuer à être équipés et être en capacité d'agir si jamais ça devait se déplacer sur d'autres territoires que le territoire ukrainien. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Aujourd'hui, l'OTAN n'est pas capable de défendre le territoire européen avant 5 ans. Bien. En vous disant ça, je ne pense pas qu'il y aura un conflit avant 5 ans ou que le président Poutine aura l'idée d'aller plus loin. Je ne crois pas à ce scénario. Mais il faut tout de même être lucide sur les difficultés, effectivement, qui sont les nôtres. D'où l'importance des armements qu'on peut appeler de conventionnels. Quand vous disiez, effectivement, des gens autour de moi parlent d'armes, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Aujourd'hui, on voit bien, effectivement, qu'un certain nombre d'armements sont indispensables. La deuxième chose, et vous avez raison, c'est que dans la contre-guerre, il y a des équipements qui sont indispensables qu'on n'avait pas vu venir. Nous, par exemple, Européens et nous, Français en particulier, on a raté les drones. Bon. Donc, nous achetons des drones américains ou des drones israéliens, nous n'avons pas vu le coup venir. Nous avons été mauvais dans le domaine spatial aussi. Donc, notre problème, si vous voulez, c'est de ne pas décrocher et d'être dans la course des nouveaux équipements nécessaires à définir. Troisièmement, vous avez parlé effectivement de contre-guerre et de caractère hybride des conflits. Et le chef d'état-major actuel, le général Thierry Burkhardt, pour qui j'ai une infinie estime et beaucoup d'amitié, a une formule qui dit bien les choses. Il dit qu'il faut gagner la guerre avant la guerre. Et c'est quelque chose de fondamental. Et c'est là où le renseignement est essentiel. Parce que pour gagner la guerre avant la guerre, encore faut-il savoir si elle va arriver et comment elle va se dérouler. D'où l'importance, effectivement, de cette coordination. Alors, maintenant, au plan des moyens, pour répondre à votre question. L'armée européenne, non, vous avez raison, elle n'existera pas avant très longtemps. En revanche, il peut y avoir ponctuellement, avec une opérationnalité dont on peut discuter, une brigade franco-allemande, il peut y avoir des coopérations stratégiques très opérationnelles. Vous l'avez vécu vous-même, effectivement, en Bosnie, entre les Français et les Britanniques. Il peut y avoir des choses très, très efficaces. Mais il n'y aura pas d'armée européenne. Au plan des moyens, il y a une capacité à développer des actions nouvelles. Alors vous avez dit, mais on ne voit pas beaucoup les choses et on n'en parle pas beaucoup. Alors vous avez raison, mon général. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que les actions clandestines, par construction, on n'en parle pas. Bon. Moi, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'on n'est pas des peintres. Bon. Et que nous savons et nous avons développé des moyens pour répondre cash, fortement, violemment. Voilà. Hein. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre de la guerre hybride, de la manipulation d'informations, puisque vous dites effectivement que les guerres, et vous avez raison, intègrent toute une série de dimensions. Lorsque les Russes et M. Prigojine ont voulu effectivement en 2022 nous mettre sur le dos à nous Français des troupes Barkhane. Barkhane, c'était le dispositif français effectivement en Afrique occidentale francophone.
On a voulu nous imputer des massacres de charniers où ils ont tué des Maliens, ils les ont coupés en morceaux, ils les ont mis à la sortie d'un camp français, et ils allaient mettre sur les réseaux sociaux partout dans le monde que les Français étaient des criminels de guerre. Eh bien, le renseignement de la DGSE a permis effectivement d'identifier cette manœuvre, d'envoyer un de nos drones pour filmer cela, et ensuite d'envoyer les armées derrière. Et donc, on a pu casser cette propagande. Et donc, nous avons gagné ce segment d'une guerre hybride menée par les Russes contre nous en Afrique. Voilà, c'est un exemple. Alors, pour répondre à votre question sur la coordination européenne dans ce domaine, au plan opérationnel, elle n'est pas très développée. Ce qui existe, si vous voulez, c'est une coopération dans le domaine du renseignement au plan européen, qui est un renseignement analytique, qui nous permet de produire et de porter vers les autorités du Conseil européen des analyses que nous faisons en renseignement pour les éclairer. Mais ça ne va pas dans l'opérationnalité. En revanche, notre pays, il a changé de braquet dans ce domaine des guerres hybrides. Il a développé des moyens, il a développé des capacités. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui dépend du Premier ministre, a mis en place une structure qui s'appelle Viginum sur effectivement tout ce qui se passe en termes de déstabilisation de réseaux sociaux. Et puis les armées ont développé toute une série de produits aussi et de capacités offensives pour nous permettre de répondre. Alors je ne dis pas qu'on y est complètement, mais pour rassurer notre public, qui j'imagine est formé de contribuables pour nombre d'entre vous, l'argent et à Neuilly sans doute aussi, l'argent que vous mettez effectivement dans la défense et dans les services de renseignement est bien utilisé et optimisé. Voilà, j'insiste là-dessus parce que les moyens qui sont faits nous permettent vraiment de réagir et d'agir. Alors c'est pas parfait, mais honnêtement, c'est tout de même bien. Et surtout, la coordination, la synergie, la coopération est très puissante aujourd'hui. Il n'y a plus, ce que vous avez pu connaître pour ceux qui, comme moi, ont un peu de cheveux blancs, de guerre des services. Il n'y a plus de guerre des chefs. Il n'y a plus de problème d'ego. Parce que tous ces gens-là, le président, il y fait partie. Voilà. Donc j'insiste là-dessus. Ça fonctionne donc dans la confiance. On a aujourd'hui une communauté nationale du renseignement qui fonctionne dans la confiance. Il n'y a plus de guerre des boutons, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de ça. Alors il y a toujours des rivalités qui peuvent exister. Mais fondamentalement, le système est optimisé. Je parle sous contrôle de Madame Le Grip. Mais c'est vraiment le jugement que j'ai eu à travers mes années récentes à la tête du service. Alors, je voudrais simplement poursuivre par une dernière question. On dit actuellement que la guerre se gagnera dans les profondeurs. C'est-à-dire quand on ira connaître ou chercher ou trouver les points stratégiques ou les points critiques de déstabilisation, que l'on peut déstabiliser ou que l'on peut traiter. Que l'on peut traiter soit par des armes, soit par le cognitif. Dans les trois menaces et les trois guerres que j'ai exposées tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'actuellement, on est, je dirais, bien renseigné sur ces aspects de recherche dans la profondeur de ces fameux points de déstabilisation, que ce soit notamment dans le crime organisé ou dans cet islam radical conquérant. Alors, en national, et je dirais en international, au travers de tous les services. Alors, sur le crime organisé, c'est pas le travail des services de renseignement, c'est plutôt un travail policier, gendarme, etc. Le crime organisé n'est pas dans les missions de la DGSE, par exemple, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose qui est... Alors moi, je parlais, si vous voulez, du renseignement dans la coordination. D'accord, mais dans ce domaine, oui, lorsque des orientations sont fixées, honnêtement, les choses se font au mieux de nos moyens. Et s'il y a de très important, parce que là on parle de national, mais vous l'avez dit, c'est la coopération internationale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous mesuriez, je vous donne un exemple, la DGSE elle a des partenariats avec 300 services étrangers. C'est absolument gigantesque. C'est des partenariats qui fonctionnent bien. Alors, avec une intensité différente, naturellement, mais je veux dire qu'il y a sûrement une vingtaine de partenariats structurants. Mais ça veut dire que sur tout sujet, si vous voulez,
on va partager, chercher, optimiser, etc. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est vrai sûrement par d'autres services de l'État dans le domaine du crime organisé. C'est vrai dans la lutte contre le trafic de drogue, par exemple, pour casser des filières, etc., etc. Donc ça, c'est très important à comprendre. Sur la compréhension des intentions nuisibles et agressives de l'islam radical. Alors oui, parce que le rôle de la DGSE, c'est d'aller dans la profondeur que vous décrivez, mon général, et d'aller détecter, je dirais, les filières et les canaux. Si nos Jeux olympiques et paralympiques se sont aussi bien passés, c'est pas par une opération du Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a eu un travail gigantesque de fait pendant des années par nos services pour identifier ceux qui menaceraient ces Jeux olympiques, que ce soit de manière physique, en projetant des gens sur notre territoire, ou que ce soit de manière, je dirais, sur la djihadosphère, pour animer un certain nombre de réseaux et inciter les gens à commettre des crimes ou à commettre des attentats. Donc la réponse est oui, et sur ces sujets, sur l'islam radical, le terrorisme, les mouvements Al-Qaïda, l'État islamique, nous sommes extrêmement vigilants. Si on n'en parle pas, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attentat, que les Français tournent la tête ailleurs et qu'ils sont protégés, sans s'en rendre compte, mais ils le sont à tout moment. Et aujourd'hui, si vous voulez, si j'ai une petite angoisse sur le sujet syrien, c'est naturellement la manière dont la Syrie de M. Al-Joulani va évoluer, se comporter. Nous avons raison de l'engager, nous avons raison de l'inviter à Paris, nous avons raison de le juger à ses actes, nous avons raison de lui poser un certain nombre de conditions. Et dans les conditions, il y a naturellement les questions sociétales, mais il y a les questions d'unité de la Syrie, de respect des minorités et de maintien pour les Kurdes du nord-est de la Syrie d'un certain nombre, je dirais, de capacités autonomes d'action qui ne sont pas évidentes, sachant que ce pouvoir syrien a été installé avec l'aide des Turcs et que les Turcs ont besoin d'avoir un retour sur investissement au nord-est de la Syrie. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais là, on est dans des situations, effectivement, qui sont très complexes, parce que nous avons au nord-est de la Syrie des centaines de bêtes sauvages qui se trouvent effectivement là-bas, soit prisonniers dans des camps ou des prisons, soit éventuellement dans la nature. Donc c'est ça la grande inquiétude qu'on peut avoir. Et pour répondre à votre questionnement, la coordination nationale est très satisfaisante, essentiellement des GSE, des GSI, mais aussi de temps en temps des RM. Et la coopération internationale est aussi très satisfaisante. Et je dirais même avec les Russes. Ce que je veux dire, c'est que le travail des services, il ne s'interrompt pas dans la rupture diplomatique. Si dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, nous avons des indications sur quelque chose qui va se passer en Russie, nous le dirons aux Russes, et réciproquement. Juste pour revenir sur la Syrie et les djihadistes français qui s'y trouvent, vous seriez partisan qu'on les rapatrie en France ? Alors ça, ce sont des décisions d'ordre très politique. Ce que je veux dire, c'est que nous avons rapatrié beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, et quelques hommes. Le problème, si vous voulez, ensuite, c'est de gérer ces gens dans la durée sur notre territoire national. Voilà. Et donc, sommes-nous en capacité de le faire ? Sommes-nous en capacité de les isoler ? Sommes-nous en capacité ensuite de les suivre quand ils sortent ? C'est ça la grande difficulté. Donc, sur le fond, il est sans doute important de pouvoir les rapatrier, mais enfin, pour l'instant, il y a une sorte de consensus pour dire qu'il est bien qu'ils purgent leur peine là où ils sont. Très bien. On a donc fini cette seconde partie. Le public, Bernard Hémier, a quelques questions à vous poser. La première, que devrait faire l'Europe face aux menaces de Trump sur le Groenland ? Oui, alors là, c'est très intuitif. Moi, je pense d'abord, et ça pose un problème de fond, c'est que si on remet en cause les frontières et l'intangibilité des frontières, on remet en cause les fondements de l'ordre international. Alors j'ai dit que cet ordre international était fragilisé, mais il faut faire bien attention à ne pas jouer avec le feu. Imaginez et regardez la manière dont nous réagissons lorsque le président Poutine nous indique que l'Ukraine appartient à la Russie historique et considère qu'il mettrait bien aussi main basse sur une partie de la Géorgie et de la Moldavie. Imaginez ce qu'on dirait si le président Xi, en Chine, commençait à dire au-delà de Taïwan, alors qu'il n'a jamais eu des propos définitifs, ou sur d'autres parties, je dirais, du pourtour de la Chine, qu'il faudrait effectivement les intégrer à la Chine pour des raisons stratégiques. Quand on y réfléchit, ce qui est dit par le président Trump est quelque chose d'assez incroyable.
ça remet en cause un certain nombre de principes qui sont intangibles. Donc moi, je pense que les Européens ont réagi prudemment, discrètement, nettement, et au fond, ça va être un peu la méthode Trump, et ça va être intéressant à observer, c'est-à-dire que vous poussez le bouchon très loin, vous attendez de voir la réaction, et vous obtenez déjà plus que vous ne pensiez obtenir au départ. C'est l'art du deal, en fait. Donc c'est assez habile. Regardez dans le domaine des droits de douane avec le Mexique et le Canada, il a obtenu effectivement des progrès par rapport à ses préoccupations prioritaires dans le domaine de l'immigration. Regardez ce qu'il a fait avec Panama, et c'est une bonne nouvelle. Le Panama s'est retiré des routes de la soie, qui est ce projet, je dirais, de puissance chinoise projetée. Et nous avons réussi, nous, Européens, à faire en sorte que 17 pays de l'Union européenne qui avaient accepté d'entrer dans ces routes de la soie, eh bien, ça baisse aujourd'hui une douzaine, parce qu'effectivement, c'est un projet qui n'est pas dans notre intérêt. Donc voilà, je pousse le bouchon, je regarde ce que ça donne, j'empoche, et finalement, j'ai fait un progrès. Je pense que sur le Groenland, il va y avoir un certain nombre de satisfactions dans le domaine de la sécurité, peut-être de bases américaines renforcées, de capacités d'observation, que sais-je encore, etc. Mais je pense qu'il faut faire très attention à jouer avec les frontières. La deuxième question du public porte sur quels sont les plus grands risques externes pour la France à l'heure actuelle. C'est une très bonne question. Bon, mettons à part cette espèce d'imprévisibilité complexe de l'administration Trump, il y a tout de même une menace importante qui est celle de la sécurité de l'Europe. Et donc je pense que la question russo-ukrainienne est fondamentale. On n'a pas eu le temps de beaucoup développer tout à l'heure, mais par rapport aux paramètres du règlement, par rapport au fait que l'Europe soit à la table de négociation, par rapport au fait que les garanties de sécurité qui seront données à l'Ukraine ne soient pas des garanties qui mettent en place un système extrêmement fragile qui pourra repartir. Je pense que c'est ça le sujet essentiel. Il ne faut pas recréer un foyer de purulence au sein de l'Europe qui risque de se réveiller très très rapidement. Je pense que c'est la menace essentielle. Et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Le président de la République a fait une jolie opération avec l'opération Notre-Dame Trump-Zelensky qui nous a permis d'organiser la première rencontre tripartite. Et donc il faut qu'on capitalise là-dessus et qu'on reste un acteur au plan européen, voir qui, comment, etc. C'est la menace essentielle. Je pense que nous avons aussi naturellement les menaces liées au terrorisme. Elles ne sont pas derrière nous. On a beaucoup parlé de l'islam radical. Cet islam, il continue à se développer. Il y a encore des foyers. Il y a des reconstitutions au nord-est de la Syrie, en Irak, de l'État islamique, d'Al-Qaïda. En Afrique, depuis notre départ, c'est une pétaudière. Al-Qaïda au Maghreb islamique, si vous voulez, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, a progressé. L'Algérie elle-même a été complètement sortie par ces pays et n'a plus d'influence sur eux comme elle en avait auparavant. Donc là, il y a un foyer de déstabilisation potentielle aussi important, même si nous avons réussi à travers les années à éradiquer l'essentiel des chefs de ces organisations. Donc pour moi, c'est une deuxième menace absolument majeure. Et puis, bon, la dernière menace, c'est une menace plus globale. Les enjeux globaux, on doit les avoir à l'esprit. Les enjeux climatiques, les enjeux de décarbonation, les enjeux de transition énergétique ne sont pas des menaces, mais sont des sujets qu'il ne faut pas complètement mettre de côté, sous prétexte effectivement des menaces plus dures sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. La dernière question, Bernard Hémier, elle est un petit peu personnelle. Compte tenu de votre accès à toutes les informations graves sur les situations risquées, comment arrive-t-on à vivre et à dormir normalement quand on a été directeur de la DGSE? Comment être directeur de la DGSE et avoir une vie normale, en fait? Bon, ça, il faut demander à mon épouse ce qu'elle en pense. Bon. Moi, je vous dirais 2 ou 3 choses. Bon, d'abord, quand vous acceptez ce type de responsabilité, c'est que vous pensez que vous êtes à peu près capable de les assumer. Bon, sinon, il y a des tas de candidats qui sont ravis d'exercer ce genre de responsabilité. La deuxième chose, effectivement, et là, c'est complètement dans la cible des rencontres des Sablons, au fond, vous passez votre temps à prendre des risques, à gérer des risques et à mettre des vies en danger. C'est-à-dire que le DGSE, c'est comme le chef d'état-major des armées, si vous voulez. C'est la chaîne opérationnelle courte des opérations vers le président de la République par le seul intermédiaire de son chef d'état-major particulier. Et donc, c'est lui qui propose des opérations les plus sensibles, les plus secrètes.
Parce que le chef d'état-major des armées, lui, propose des opérations assumables. Le DGSE propose des opérations inassumables. Si une opération assumable échoue, on aura perdu, c'est pas bien, mais bon, voilà. Si une opération inassumable échoue, alors là, c'est la République qui peut être fragilisée. Ce qui veut dire que de temps en temps, quand j'avais des opérations en cours, des agents qui sont à risque de leur vie, je pouvais avoir effectivement un sommeil un peu de moindre qualité. Mais j'ai toujours dormi convenablement, me semble-t-il. Ce qu'il y a de très important à comprendre, si vous voulez, et merci de me donner l'occasion de le faire, c'est le courage des gens qui servent dans ce service. Ce sont des gens qui sont projetés à l'extérieur du territoire national, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de protection juridique, ils n'ont pas de corps de rappel. Et s'ils sont arrêtés, ils sont soit exécutés, soit jetés en prison, et on aura ensuite beaucoup de mal, effectivement, à les sortir. C'est-à-dire qu'on est dans une planète différente de tout le reste de l'État. Et ça, c'est une dimension qu'il faut avoir à l'esprit. Donc ça pouvait effectivement m'empêcher de dormir quand nous avions une opération sensible, que ce soit une opération du service action ou une opération de clandestin de la DGSE, qui faisait les opérations les plus difficiles, mais les plus importantes pour notre sécurité nationale. Merci Bernard Rémier. Ainsi s'achève cette conversation, cette rencontre passionnante avec vous. Merci de nous avoir fait partager votre analyse et expertise sur ces enjeux majeurs, analyse d'autant plus précieuse que vous êtes un homme à la parole très rare. Merci à Gilles Delafont du Cercle de l'Institut Thomas More. Merci également au général Jean-Pierre Meyer du Cercle K2. Et si vous souhaitez revoir cette rencontre ou la partager avec vos amis, je crois qu'elle a été filmée, c'est ça ? Et dans une semaine, voilà, elle sera disponible sur YouTube. Vous pouvez la revoir ou la partager avec vos amis. Peut-être, monsieur le maire, Olivier Babot, vous m'autorisez, je voudrais faire un petit conseil de lecture avant, parce que je vous avais pour le week-end. Alors, je vous ai vendu La fabrique des agents secrets. Je vous vends un autre livre qui est un Lequel ? livre que tous les jeunes devraient lire. C'est le livre d'Hubert Germain, qui est le dernier compagnon de la Libération, qui s'appelle « Espérer pour la France ». Et c'est un livre qu'il faut faire lire dans les écoles à tous nos jeunes. Ceux qui auraient des doutes sur notre pays, ceux qui versent dans le déclinisme, dans le pessimisme, dans le négativisme, dans le schisme français, lisez ce livre, car ce compagnon de la Libération, lors de la Libération, comme le disait Hubert Germain, c'est une boussole de citoyenneté. Et donc, ce livre, il est exceptionnel. Je le fais délivrer à tous les nouveaux agents qui rejoignent la DGSE. Il doit être lu dans les écoles. Voilà. Je rappelle son titre, « Espérer la France ». Espérer pour la France. Pour la France. Hubert Germain. Voilà. Merci. Voilà, je fais une publicité pour un dernier livre. Alors, il n'est pas encore sorti. C'est un livre sur l'intelligence économique. Et dans notre pays, l'intelligence économique, il n'y a rien de plus important parce que nous avons besoin effectivement de renseignements ouverts pour aider nos entreprises. Et si nous n'avons pas ce renseignement, eh bien, nous ne serons pas puissants. Il va prochainement sortir un livre dans le cadre du 30e anniversaire d'une société d'intelligence économique la plus sérieuse en France qui s'appelle l'ADIT, qui s'appelle « De l'orage et du beau temps, regard sur l'intelligence stratégique ». Je recommande aussi ce livre à votre public, car c'est un livre puissant avec beaucoup d'interventions très intéressantes. Voilà, j'ai arrêté mon quart d'heure de publicité, mais c'est pour la bonne cause. Merci Bernard Rémier. Un grand merci, cher Bernard. Merci à tous les quatre d'avoir clôturé ces rencontres des Sablons avec à la fois ce regard panoramique qui met en résonance ces deux verbes, protéger, risquer, de manière extrêmement concrète, avec toute la profondeur également que le renseignement appelle à avoir, appelle à regarder, appelle à observer. C'est une très belle conclusion qu'on peut partager avec Olivier et vous tous. Un moment privilégié de vous avoir écouté sur à la fois une expérience extraordinaire de diplomatie et de renseignement, et puis une parole juste, une parole vraie, une parole sincère, qui est rare pour évoquer des sujets et des enjeux aussi importants que ceux qui ont été traités. C'est pour nous l'occasion aussi, à travers ce débat, de remercier. Vous étiez plus de 5000 à avoir pris des réservations pendant 48 heures pour ces rencontres des Sablons. Elles viennent compléter finalement, peut-être venir s'incruster dans un débat politique qui mérite des moments comme ça,
parce que l'explication, la pédagogie, la compréhension de la complexité du monde dans sa protection, dans sa prise de risque, mérite des moments un peu hors du temps, comme ceux qu'on a partagés pendant 2 jours. Olivier, je te laisse dire un mot. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup de terminer sur ce message d'espérance, parce que c'est vrai que les débats, toujours de très haute qualité pendant 2 jours, parfois agitent des choses un peu négatives, parfois que tous les éléments qui sont évoqués ne nous remontent pas complètement le moral. Donc merci beaucoup, c'était vraiment utile. Une participante tout à l'heure, je crois, m'a fait le plus beau compliment pour les rencontres des Sablons. Elle m'a dit après ces 2 jours, je me sens plus intelligente et éclairée. Alors franchement, je trouve on peut pas vraiment demander mieux. Je crois qu'il faut encore une fois remercier nos sponsors, Square Management, Circle et Crédit Agricole Leasing, qui rendent possible cet événement. Encore une fois, et évidemment Capital et la Tribune Dimanche, qui sont nos partenaires médias. Je crois que chaque année maintenant, parce que ça devient une tradition, ça y est, au bout de 2 ans, c'est une tradition, les rencontres des Sablons grandissent, mûrissent, font évoluer, je crois, les formats, même si on a quand même déjà, je crois, trouvé des choses assez bien. Je crois qu'on commence aussi à fidéliser. Évidemment, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. On a plein d'idées. Évidemment, ces rencontres, elles sont là pour continuer à faire vivre le dialogue. On va peut-être essayer d'ailleurs de faire vivre ce dialogue tout au long de l'année et pas se contenter de ces 2 formidables journées qu'on a partagées ensemble. En tout cas, ça a été une très grande joie à nouveau pour l'Institut Sapiens de travailler avec la mairie de Neuilly sur ce projet. Il nous reste à vous remercier, à vous souhaiter une excellente soirée. Merci.